Tu m'as jamais vraiment calculé, hein. Laisse tomber. Tu dois témoigner devant le juge bientôt. Tu me menaces? Sale gosse. Je commence vraiment à me plaire. Bienvenue sur clap.ch, Séverine Cornamusa, réalisatrice et co-scénariste de Cyanure. C'est un autre défi, c'est-à-dire que au niveau de la réalisation, quand il y a plus de figuration, il y a quelqu'un qui gère les figurants aussi. Là, c'était la coach, en fait, la coach des adolescents qui s'occupait quand il y avait de la figuration lourde à diriger. Elle s'occupait pour m'aider, quoi, parce que moi, je peux pas avoir les yeux partout. Et au premier plan sur les acteurs et à l'arrière-plan sur les figurants. Et puis, mais souvent les scènes, elles ont 1, 2, 3 personnages principaux. Il y a rarement plus quand même, donc ça c'est tout à fait gérable. C'est juste comme le décor qui s'étoffe de présence humaine, quoi. Et puis que, ma foi, on distribue dans l'espace d'une façon un peu stylistique, et puis qu'on fait jouer s'il y a besoin de jouer. D'une certaine manière, qu'elle avait préparé pour les scènes les plus difficiles pour la figuration. C'est vrai que le personnage principal de Cyanure, c'est de nouveau un homme, là c'est un jeune garçon. C'est intéressant d'aller fouiller dans le psychisme d'un garçon, puisque je n'en suis pas un. On a tous été adolescents, la problématique c'est pas non plus d'être un garçon dans le film, c'est la problématique, c'est le rapport à son père, donc le rapport à son père, tout le monde l'a vécu d'une façon ou d'une autre. Moi, comme fille, bon, là c'est un garçon avec son père, c'est un peu différent, mais il y a quand même des choses qui se ressemblent, quoi. Mon co-scénariste quand même est un homme, donc on travaille en binôme tout le temps, donc ça aide peut-être pour les personnages, mais pas de façon aussi primaire, c'est-à-dire c'est pas, moi je m'occupe pas des personnages féminins et lui des personnages masculins, mais on fait des allers-retours, des échanges et tout ça. Puis parfois lui il apporte le côté plus mâle des rapports humains, parce que moi je le vois différemment, parce que je suis pas dans la peau d'un homme. Moi parfois j'apporte des choses plus précises du point de vue de la mère ou de la meilleure amie, voilà. C'est un processus assez long, c'est-à-dire que d'abord on a mis des annonces un peu partout, aussi dans les cours de théâtre pour enfants, mais il y en a pas beaucoup en Suisse romande, donc on a un peu appelé dans la presse, voilà, toutes les personnes qui pouvaient être intéressées. La première fois, comme ils étaient assez nombreux à ces castings, je les ai vus très brièvement, c'est-à-dire qu'ils se présentent, ils me disent pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire dans la vie. Et puis, s'il me semble qu'il y a un potentiel ou comme ça, je fais tout de suite une petite impro. Je joue moi-même une petite impro avec eux. Et sinon, j'arrête déjà là le casting, donc après 2 minutes. Parce que il faut dire que je voyais 100 à 200 enfants un après-midi, donc c'était lourd, quoi. Et puis, après, je revisionne, j'ai retenu quelques personnes, je revisionne mes rushs. Et puis, je réduis ma sélection et je revois là peut-être 4 garçons qui me semblaient bien pendant une demi-heure, 1 heure pour travailler un peu plus profondément avec eux. Donc là, je les mets avec quelqu'un qui sait jouer. Puis je travaille une petite scène simple avec des objectifs simples pour voir si c'est possible de travailler avec eux déjà et puis pour les connaître un peu mieux. Il est quand même derrière les barreaux, ton père. C'est une vie de basse qualité. Tu veux rire? Comme à l'hôtel là-bas. C'est lui? Bah oui, qu'est-ce qu'il croit? Il est trop mignon. En fait, il est ressorti assez vite, Alexandre. Il avait un point commun avec le personnage principal, c'était son univers imaginaire, très développé. Pour le reste, non, il l'avait pas, c'est un énorme rôle de composition qu'il a tenu là. Et donc, là, on met en route un processus avec une coach qui est spécialiste dans le coaching d'adolescents pour le cinéma, qui joue la première fois à l'écran, puis qui tiennent des rôles importants. Donc elle a travaillé 3 semaines en amont avec lui. Moi, j'étais beaucoup présente aussi à ses répétitions. Elle a fait des exercices de jeu assez simples, comme on peut en faire dans une école de théâtre. Aussi, elle leur a appris simplement à tenir le regard, à s'approcher très près tout en se regardant droit dans les yeux. C'est pas si simple que ça.
Elle leur a appris aux garçons à poser sa voix, parce qu'elle était encore très haute, il n'avait pas mué. Enfin, plein d'exercices divers, jouer différentes émotions, être rapide, pouvoir changer, le préparer à un tournage de film, comment ça va se passer. Puis après, on a fait venir les acteurs, c'est-à-dire la mère, le beau-père, et puis bon, la meilleure amie, donc elle faisait le coaching avec lui. Donc on a préparé un tout petit peu ces relations, et puis qu'ils voient aussi qu'est-ce que c'est de travailler avec un acteur professionnel. Puis après, on a travaillé quelques scènes écrites, parce que pendant longtemps, on travaillait sur des bases d'improvisation. Et puis après, on a pris une décision un peu risquée, c'est qu'il ne rencontre jamais Roy Dupuis avant la scène où il va rentrer à la maison. C'est papa! C'est papa! Oh la caisse! Papa! Parce que là, on s'est dit, comme Roy Dupuis est une star au Québec, on s'est dit, il va fantasmer un peu cet acteur-là, son partenaire de jeu, comme Achille dans le film fantasme son père. Puis ça a assez bien marché, parce qu'il était très très impressionné le premier jour de tournage avec lui. Quand on choisit un enfant, on choisit aussi ses parents. C'est important, toute la relation qu'on aura avec les parents. Et donc il a dû quitter l'école pendant 9 semaines quand même pour notre film, parce qu'il a le rôle principal, il est quasi de toutes les scènes. Il a tourné 36 jours sur 40. Et puis les parents ne sont pas les bienvenus sur le tournage, en fait, parce que nous, on crée tout un espace avec un adolescent pour qu'il se sente libre de jouer toutes les émotions sans jugement négatif. Or que pour lui, les émotions, certaines étaient connotées négativement comme la colère, la rage, le désespoir. Donc il peut pas, par exemple si son père est présent, il pourra pas, parce qu'il sera dans un rapport enfant versus son père adulte, il pourra plus être le même. Donc non, on a dû demander aux parents de pas interférer dans le processus de tournage. En l'occurrence, son père est fantastique et puis il nous a laissé faire, il nous a fait confiance et tout ça, il était pas intrusif. Par contre, il avait sa coach sur le tournage à plein temps qui gérait les temps de repos, les temps de concentration, les temps de jeu, d'amusement, etc. Puisque les journées sont longues. Et puis, il avait encore une sorte de nounou là qu'il récupère à la fin du tournage jusqu'au lendemain, parce il pouvait pas rentrer chez lui à cause de la distance, et qui s'occupait de lui le soir, enfin voilà, qui était dans son appartement. J'ai écrit Cyanure juste après le montage de Cœur Animal. J'avais passé 5 ans avec Cœur Animal, Paul, son personnage principal. J'avais besoin d'autre chose. Donc moi je l'ai écrit vraiment, c'est vrai, sans calcul aucun, ce film-là. C'était pour me faire plaisir, pour faire plaisir aux spectateurs, dans une forme de, je sais pas, de générosité, et puis d'être dans le plaisir pur de la fiction, voilà. Donc, mais il est vrai qu'une fois que j'ai sorti Cœur Animal et que j'ai vu tout le système, le marché qui y a autour, en quelque sorte, j'ai perdu ma virginité, c'est-à-dire qu'on comprend que c'est un monde quand même très particulier, même pour les films d'auteur. C'est un monde de commerce. Et le danger, c'est de faire un film pour un marché. Et moi, il était déjà écrit. Et c'est vrai que je l'ai écrit dans une liberté totale. Et donc, il est difficilement classable, et même moi, j'ai de la peine à dire, je dirais, je sais pas, ça reste, je sais que c'est pas un film, c'est peut-être un film d'auteur à potentiel commercial, je sais pas comment on peut le nommer, ce film-là. Mais, à mon avis, c'est un film pour le public. J'espère que le public suivra. C'est un peu la même réponse, c'est que ce film a été fait sans calcul. On aurait pu en faire un film pour adolescents. Tu vois, un peu formaté à l'américaine, quoi. On n'a pas voulu faire ça. On a fait le film comme bon nous semblait. C'est vrai que la production s'est pas opposée à aucune de ces scènes érotiques, puis qu'elles ont l'air un peu anarchistes dans ce film. Pourtant, moi, il me semblait normal, parce que c'est l'histoire d'une passion. À un moment donné, il faut qu'il y ait une scène érotique entre les parents. Donc, c'est vrai qu'elle fait partie de la dramaturgie. Pour moi, j'aime pas les scènes de sexe gratuites. Il est trop classe, ton père.
Après, on a une scène aussi de nu intégral, mais qui n'est pas une scène sexuelle, hein, ce qui est une scène un peu de jeu, qui est ludique, qui sort du bain et se court après, et tout ça. C'est un peu limite, mais en même temps, c'est parce qu'on est dans une société bien pensante, avec des espèces de codes moraux bizarres, mais combien de gens se promènent nus dans leur maison? On a le droit, non? Mais par contre, il y a comme des choses qu'on n'aurait plus le droit de montrer au cinéma. Pour moi, c'est juste une forme de liberté d'être nu chez soi. Alors, non, on n'a pas eu tellement d'opposition de la production, on a eu juste quelques questions par rapport à la nudité de la jeune fille pour le marché nord-américain. Parce que là, ils ont des contraintes très terre-à-terre sur ce qu'on voit, on ne voit pas. On a dû faire une coupe concernant la nudité d'une mineure, quoi. Quelqu'un m'a dit, à Soler, c'est rigolo, parce que quelqu'un m'a dit, mais c'est un peu anarchiste, ton scénario, là, parce que tu fais des trucs, c'est un peu politiquement incorrect. Et moi, je m'en suis même pas rendu compte. Il n'y avait pas de classement d'âge, encore. Et il y avait une famille, là, de gens que je connais, dont le jeune fils avait 12 ans, qui était trop content de voir des scènes érotiques avec ses parents, donc comme s'il était autorisé à le faire, puis c'est eux qui l'avaient emmené au cinéma. Il était tout content. C'était drôle d'avoir une discussion sur les scènes de sexe avec un enfant de 12 ans. Quand j'écrivais avec Marcel Beaulieu, mon co-scénariste qui est québécois, la scène où Joe revient à la maison, on s'est dit qu'on aurait de nouveau un problème de casting entre la Suisse et la France pour le personnage du père. Parce qu'on voyait déjà que s'il fallait quelqu'un de physique, on n'a pas beaucoup d'acteurs physiques ici. On a déjà eu ce même problème sur Cœur Animal, hein, de casting qui était très très compliqué. Et là, on a pensé tout de suite à Roy Dupuis, qui moi m'était familier à cause de mon co-scénariste, qui me l'avait remis en tête, parce que je me rappelais de lui de la femme Nikita, mais j'avais oublié son nom. Et on a pensé à lui, et on s'est dit il est parfait pour le rôle, et on l'a gardé en tête, c'est le seul pour lequel on a écrit en fait. Après, il y a les réalités de coproduction, et ça n'arrangeait pas du tout mes producteurs et coproducteurs français d'avoir un Canadien sur un des rôles principaux, parce qu'on avait déjà un acteur qui ne comptait pas entre guillemets pour une coproduction, puisqu'il n'est pas connu, l'enfant. Et après, il fallait répartir la mère, le père sur des noms français ou pas. Donc si on avait déjà un Canadien qui partait, ça les embêtait. Donc on a fait une recherche de casting en France, trouver un mec beau et viril de 45 ans. Eh bien, c'est difficile. J'ai le malheur de dire que c'est vraiment difficile, sauf dans la communauté maghrébine ou latine. Et alors là, on a des problèmes après pour la famille et l'enfant qui doit être typé. Donc, j'ai relancé, vu qu'on ne trouvait pas d'acteur de ce type-là, j'ai relancé l'idée de Roy Dupuis parce que pour moi, il était vraiment parfait. Donc, ils ont été d'accord d'envoyer le scénario. Et puis là, il a accepté, en fait. Il a demandé à me rencontrer. Je suis allée au Canada. Je me suis dit, quelle belle fille d'être réalisatrice. On m'offre un billet d'avion pour aller rencontrer le plus bel homme du Québec. Et puis, je suis allée rencontrer. Il a accepté. Il a aussi accepté le fait que, et c'est ce qui lui plaisait d'ailleurs, que son personnage ne changeait pas. Et ça, c'est très rare de trouver un acteur qui apprécie le fait que son personnage ne change pas. Donc on était d'accord, puisque c'est le point de vue qu'on avait déjà pris à l'écriture. Si tu promets de plus jamais retourner en tôle, je t'aide avec maman. T'es sérieux? T'alignes le petit truc rouge entre les deux fentes. Okay. Ce qui est très important pour d'avoir Roy Dupuis pour ce personnage de Joe, c'est qu'il apporte un côté cowboy aussi dans une espèce de comme d'arrogance virile que on aurait eu de la peine à trouver ici, mais qui le rend aussi un peu décalé, hein, puisqu'il a un côté nord-américain, ça se sent quand même s'il a gommé son accent, et ça le décale par rapport au reste de la famille, ce qui est vachement important vu qu'il sort de tôle et que de toute façon il est inadapté. Et il a un style de jeu qui est en décalage des autres, parce que lui, c'est une machine de guerre américaine, hein. Et c'est impressionnant de le voir jouer. J'ai jamais vu un acteur qui joue avec autant de précision, qui enregistre tous les gestes en même temps que l'émotion. Il répète. On a l'impression que c'est tout le temps la même chose, or que c'est tout le temps légèrement différent au montage. C'est impressionnant. Donc tout ça le décalait par rapport aux autres. J'ai travaillé avec elle dans un cours que j'ai donné à l'école cinéma à Genève.
Et c'est là que j'ai découvert qu'elle parlait le français. Je la connaissais comme actrice en allemand, puisqu'elle a sa carrière en Allemagne et en Suisse allemande. Et elle parle parfaitement le français. Puis je m'étais dit, j'étais en écriture de cyanure, qu'elle serait parfaite pour le rôle, sauf qu'encore une fois, il y avait une coproduction française, il me fallait une française. Donc pendant longtemps, on avait fait un casting français. La coproduction est tombée à l'eau, donc je me suis dit, c'est Sabine, j'y avais pensé au tout début, c'est elle qui va faire ce rôle. Je l'ai appelée. Fais pas croire que c'est le mien, ce gamin. Fous le camp, Joe. Fous le camp. C'est ta dernière chance, Joe. En vacances en Croatie, et puis elle avait envie de faire un essai avec l'acteur avec qui elle jouerait. J'ai dit, ça tombe bien, Roy est là dans une semaine, donc on va faire les essais. Mais j'ai dit, pour moi, il n'y a pas besoin de faire des essais, je la connaissais comme actrice, je savais qu'elle pouvait totalement assumer ce rôle, et je trouve que c'est une actrice extraordinaire, très libre, très généreuse, et puis elle travaille sans filet, elle donne tout comme ça. Il y a un festival de manga à Lausanne, et il y a un gars un peu spécial qui est fasciné par les mangas ici, qui organise ce festival. C'est lui qui nous a trouvé cet animateur manga qui est en fait un Français, et qui a fait Kung Fu Panda, entre autres. Et voilà, donc on a travaillé avec lui, donc il s'appelle Frank Weber. Et puis c'était très écrit, très détaillé nos mangas, puis après il a fait une proposition de storyboard, puis après par étapes, c'est super long d'animer. Je crois qu'ils sont plus fous que les réalisateurs, encore, les animateurs. Ils doivent tout anticiper, la durée des émotions, alors que nous, on travaille quand même avec la matière humaine, là, on n'a pas besoin de calculer d'avance la durée d'un sourire ou d'un clignement d'œil et tout. Et puis la moindre modification, il faut être bien sûr de ce qu'on fait, parce que la moindre modification qu'on demande, c'est un tel travail. Puis encore, le manga, il n'y a pas beaucoup de dessins par seconde. Si vous regardez bien les animations manga, c'est hyper basique au niveau de l'animation. Ils font des effets de couleurs et tout, mais l'animation elle-même, en fait, c'est cheap. Le choix de passer en animation, ça vient d'un surcoût de l'électrocution réelle qui coûtait 30 000 €. Donc c'est dit, pour 10 secondes, 30 000 € n'est pas un budget hollywoodien, là. Et là, j'ai eu l'idée que je trouvais finalement mieux, quoi, de passer en animation. Puis on s'est dit, un jeune, il bouffe pas mal de manga, quoi. Moi, je suis pas une spécialiste du monde adolescent, mais je trouvais intéressant qu'il y ait un mélange d'influences aussi. Par exemple, là, c'est Asie. Après l'ouverture du film, on a quand même un peu série B américaine, James Bond, La Poursuite et tout ça. On a joué un peu sur des références américaines. Puis dans la musique aussi, on joue avec des références un peu explosées au niveau culturel et global, si on veut. On a le Rammstein qui est allemand, versus le Carmen chanté par la Calas en français, le Carmen de Bizet. Après, on a la BO qui est composée par un Canadien. Ce film est complètement hétéroclite au niveau des influences culturelles et des techniciens qui ont travaillé. Le travail de rigueur, il vient du scénario. On a intégré ces fantasmes dans l'écriture très très précisément. Et ils n'ont pas vraiment bougé au montage. Donc c'était vraiment, faut croire que c'était bien placé. Après, on savait que tous ces fantasmes-là qui sont intégrés, stylistiquement seraient différents. Parce que c'est d'autres références. La plupart des films qui jouent sur un autre niveau de réalité jouent sur un type de référence visuelle. Ils jouent sur le sitcom ou sur le je sais pas quoi. Mais aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. Un ado, il est nourri du monde entier. Il est sur Internet. Les choses, d'où qu'elles viennent, il les prend si elles sont intéressantes. Donc, on a gardé ça dans l'esprit du style du film. Aussi au travail sur la musique. Et sur l'image. Et sur le contenu de ses fantasmes. Et les super-héros manga, c'était intéressant aussi, parce que Achille se voit plus fort qu'il ne l'est dans la vraie vie. Parce que son père est tellement écrasant aussi, au niveau de sa force de mal, face à ce garçon qui est encore un enfant. Donc voilà, on a essayé d'intégrer tout ça. Et comme c'était assez précis sur le plan du scénario, ça donne une grande liberté pour pas que ça devienne des effets pour des effets. Comme ça. Mais après, je me suis dit, il y a un deuxième côté que là, c'est pas moi qui ai voulu, mais qui est venu un peu par le hasard des coproductions, qui rajoute un peu
de ce côté un peu éclaté au niveau culturel. Le fait d'avoir Roy Dupuis qui est nord-américain avant tout, même s'il parle français au Québec, et surtout le fait, mais ça jouait bien avec le personnage, le fait d'avoir un compositeur de BO original canadien, aussi québécois. Là, je me suis rendu compte qu'on était aux limites des chocs culturels, parce que je trouvais que sa musique, elle était tellement écrite au millimètre sur l'émotion, et que quand on lui demandait un décalage, il comprenait même pas de quoi on parlait. Si on lui parlait d'un film de Kieślowski, il avait, je pense, jamais vu un film de Kieślowski. Là, l'Europe, c'est loin pour lui. Que je me suis dit, bon, voilà, on atteint la limite. Mais c'est vrai que, par exemple, le chef opérateur, qui est suisse, mais tessinois, donc avec une culture plus italienne visuelle, on a un film très coloré, toujours dans une douceur aussi de l'image. C'est jamais cru son image, jamais il va faire un éclairage vert. Tout ça, c'est des influences qui arrivent sur un film de par le choix des collaborateurs. Puis là, qui va dans le sens finalement de ce film qui est assez pop. Moi je dis que c'est un film pop parce qu'il mélange tellement d'influences.